Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, votre bien-être santé. Bonjour et bienvenue dans Santé Mag Afrique, votre émission dédiée à la santé sur le continent africain. Aujourd'hui, nous abordons un sujet préoccupant mais essentiel, le choléra. Cette maladie, bien que facilement évitable et traitable, continue de toucher des millions de vies chaque année, notamment en Afrique. Pourquoi cette maladie persiste-t-elle sur notre continent? Quelles sont les solutions mises en place et que reste-t-il à faire? Nous ferons le point avec les dernières actualités et initiatives tout de suite avec le docteur Ilyes Hamouk. Bonjour docteur. Bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Ça va docteur, et vous, comment va la santé? Ça va, merci. Ça va. Alors quels sont, docteur, si l'on commence avec un contexte actuel, quelles sont les zones les plus affectées par le choléra en Afrique cette année? Mais d'abord, nous avions déjà traité ce sujet, mais si on peut revenir avec un rappel pour définir le choléra, et puis on revient à notre question sur les zones les plus affectées par le choléra en Afrique cette année surtout. Alors le choléra, c'est une maladie qui est très connue malheureusement dans notre continent, mais pour une fois que c'est pas une maladie d'origine africaine, c'est une maladie d'origine asiatique, qui est connue depuis très longtemps, mais malheureusement qui sévit beaucoup en Afrique, notamment en 2024, on a connu beaucoup d'épidémies en Afrique. Choléra qui définit au grec, ça vient du chólé, c'est-à-dire la bile. C'est comment on dit cholécystectomie, qui est la résection de la vésicule biliaire. Donc le chólé, c'est la bile, parce qu'avant on pensait que cette maladie venait de la bile, vu que c'est une diarrhée, c'est des vomissements, etc. C'est une maladie qui est connue depuis l'Antiquité, hein. Même Hippocrate parlait des symptômes du choléra. De la bactérie, parce que c'est une maladie bactérienne, c'est une toxi-infection bactérienne. A été découverte la bactérie par Koch, c'est un médecin allemand. On appelle le bacille virgule, qui a été connu pour des épidémies meurtrières, notamment en Asie du Sud-Est, et qui, à cause des mouvements de commerce, notamment avec l'Empire britannique, a été importé en Europe, puis c'est devenu une maladie mondiale. Ça c'est pour le choléra, pour un peu d'historique. Et c'est tellement une maladie qui est connue, qui est importante, que le mot colère vient de cette maladie. Quand on dit la colère, c'est une personne... C'est vrai, maintenant on comprend mieux. Colérique, une personne colérique, ah oui. Ça vient du choléra. C'est une pathologie d'actualité, c'est pour ça que je tenais à la faire, parce que c'est une pathologie qui sévit actuellement en Afrique. Depuis le 1er janvier jusqu'au 29 septembre 2024, c'est très récent. L'OMS parle de 439 000 cas de choléra, avec plus de 3500 décès au niveau mondial. Ça montre l'ampleur de la crise, hein. Voilà, on est actuellement à 30 pays qui rapportent des cas de choléra. Malheureusement, 95% sont signalés dans la région de la Méditerranée orientale, c'est-à-dire tout ce qui est Afghanistan, la Syrie, actuellement Palestine, au Yémen, en Afghanistan, c'est là où il y a des problèmes géopolitiques, ça se répercute souvent. C'est une maladie liée à des problèmes politiques, c'est des maladies liées à des inondations, catastrophes naturelles. C'est pour ça qu'on ne répète pas assez quand on a une catastrophe naturelle, que ce soit des tremblements de terre ou des inondations par exemple, la priorité c'est l'eau potable. La première priorité c'est l'eau potable, la deuxième priorité c'est de repêcher les cadavres. Pourquoi? Parce que le choléra est lié à l'eau, donc c'est une maladie des mains sales, maladie de consommation d'eau contaminée, et c'est une maladie qui peut être, c'est-à-dire on peut être contaminé même par un cadavre. C'est une bactérie qui vit chez un cadavre. C'est pour ça que pour éviter une épidémie de choléra dans un pays, il faut apporter de l'eau potable. Il faut repêcher les cadavres le plus tôt possible. Docteur, y a-t-il une durée de survie dans un cadavre ou dans l'eau potable, ou bien ça reste là? Ça dépasse plusieurs jours. Ça dépasse plusieurs jours, et c'est ça le danger. Donc quand on a une inondation, et je parle beaucoup d'inondation parce qu'avec les changements climatiques, exactement, il y a beaucoup d'inondations. Ça propage la maladie. Même dans des zones sèches. On a vu ça à Dubaï en 2024. On a vu ça comme le sud algérien, le nord du Niger, le nord du Mali. On a connu à Dubaï aussi des inondations qui ont créé, on a parlé de vecteurs par exemple pour le paludisme, mais ça crée aussi
des maladies, enfin ça crée pas, mais ça propage des maladies à transmission hydrique comme le typhoïde, comme le choléra, et c'est notre sujet aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir de l'eau potable et repêcher les cadavres, parce que le choléra survit dans les cadavres. Et c'est ça le principal danger. Actuellement, il y a plusieurs pays africains qui connaissent des épidémies de choléra. On a le Soudan, et c'est lié au problème d'instabilité politique. Le Soudan, on a le Nigeria, on a les Comores, la République démocratique du Congo qui connaît aussi une épidémie de Mpox. Il faut le rappeler, la Tanzanie, le Niger, la Somalie. Exactement. C'est pas qu'africain, parce que actuellement il y a en Afghanistan, au Bangladesh, au Népal, en Asie, mais en Afrique, actuellement, on connaît une grande épidémie de choléra dans plusieurs pays. Au Nigeria, il faut juste dire qu'au Nigeria, les 33 États du pays connaissent le choléra, dont celui de Lagos. Donc, il faut vraiment faire de la sensibilisation, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement. Et si on parle maintenant de l'impact humain et économique, donc si on parle de l'impact du choléra déjà sur les familles, les communautés les plus touchées, et puis quels secteurs économiques sont les plus perturbés par les épidémies, par justement le choléra? Alors, le choléra, c'était comme la peste, hein. C'est des pathologies qui ont eu un impact humain très important, notamment en Asie. La première pandémie, c'était en 1817, la deuxième en 1826, puis en 1846 en Chine, puis qui a touché même le Maghreb, en Algérie, pendant la période coloniale. Puis il y a eu une épidémie au niveau de l'Europe du Nord, la Belgique, la France, l'Afrique du Nord, l'Amérique du Sud. Et puis c'est devenu une pandémie depuis 1961. On a eu une pandémie avec plusieurs pays touchés. C'est une pathologie qui est contagieuse, c'est une pathologie qui a un impact déjà humain, parce que avant, avec le manque de moyens, il y avait des centaines de milliers de décès. Il faut rappeler que l'OMS parle de 1,3 à 4 millions de cas de choléra par an, ce qui est énorme, avec entre 21 000 et 143 000 décès dans le monde. Donc ça affecte les vies humaines, ça affecte le secteur économique, parce que c'est lié toujours à l'eau. Donc il faudrait investir lourdement, avec des pertes en ce qui concerne l'eau potable, la dérivation des eaux usées, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est prise en charge. C'est une pathologie qui nécessite une prise en charge qui nécessite pas beaucoup de moyens, mais ça peut nécessiter des hospitalisations. Quand il y a une épidémie, on doit hospitaliser, et ça a un impact sur la santé même des autres patients, parce que c'est une urgence. Et si l'on parle maintenant des efforts de lutte et initiatives, donc comment les gouvernements africains réagissent face à ces épidémies, et puis quelles campagnes de vaccination ont été menées récemment, et quels en sont les résultats? Si vous pouvez, docteur, nous donner des exemples de succès dans la lutte contre le choléra sur notre continent. Alors, c'est une pathologie qui est très lourde à prendre en charge, pas sur le plan médical, parce que ça nécessite souvent une réhydratation. C'est principalement le traitement, surtout chez les enfants, c'est réhydrater l'enfant avec des sels de réhydratation. On va pas traiter et réhydrater par de l'eau. Ça, c'est une erreur monumentale, parce que quand on fait de la diarrhée, notamment le choléra, vous savez que le choléra, ça a été décrit avant comme toute diarrhée profuse, persistante, qui amène au décès, est un choléra jusqu'à preuve du contraire. Le choléra, on peut perdre jusqu'à 10 litres par jour d'eau. C'est pour ça que ça tue les enfants en quelques heures. Il faut réagir rapidement en réhydratant, et on réhydrate avec de l'eau et des sels de réhydratation. Parce que le corps, il perd de l'eau, il perd des sels minéraux. Donc, dans les cas les plus simples, on va donner des sachets de sel dans de l'eau. Dans les cas les plus graves, on doit perfuser, on doit hospitaliser. Donc, ça a un impact. Dans les zones endémiques, la prévention du choléra consiste essentiellement à des mesures d'hygiène. Surtout d'empêcher le croisement entre les voies de l'eau potable et les voies des eaux usées. C'est ça le malheur, c'est ça le plus gros drame. Donc ça nécessite des moyens importants pour déterrer les tuyaux, pour refaire les tuyaux. Parfois, il y a des zones africaines où il n'y a pas un système d'évacuation des eaux usées. Il n'y a pas un système d'eau potable très développé. Donc les enfants et les adultes vont ramener de l'eau de puits, par exemple,
ou de systèmes de citernes et ça peut être contaminé facilement. Ça, c'est très important. Donc l'hygiène, amener de l'eau potable. Dans les cas où on n'a pas d'eau potable, utiliser de l'eau bouillie ou de l'eau javelisée. Donc il faudrait que ça soit c'est-à-dire que ça soit vraiment démocratisé dans les pays d'Afrique. Il y a les vaccins. C'est vrai que c'est pas un vaccin qui est très très efficace, mais c'est un vaccin qui peut sauver des vies. Bon, pour le moment, c'est utilisé surtout chez des touristes qui viennent dans des zones d'endémie. On a l'Inde qui est une zone d'endémie du choléra, donc quand on va en Inde, il vaut mieux faire un vaccin, mais c'est une pathologie qui est surtout liée à l'eau potable et aux eaux usées, donc ça nécessite une planification, une coopération. Une technologie innovante, comme les stations de purification d'eau ou les solutions mobiles de vaccination. Déjà, il faut une surveillance continue de systèmes d'eau. Exactement. Donc, avec des prélèvements continus de laboratoire. Et tout aussi, il faut agir rapidement en cas de résultats positifs. Il y a des pays qui ont eu des succès par rapport au contrôle du choléra, de la polio, parce que c'est des maladies qui se ressemblent un peu, comme l'Algérie ou l'Afrique du Sud. Mais il y a des pays qui sont un peu à la traîne, notamment l'Afrique subsaharienne, qui nécessitent une aide et une politique très sérieuse pour limiter la propagation de ce genre de maladie. D'accord. Et l'éducation aussi, docteur, elle joue un grand rôle. Donc, comment sensibiliser davantage les populations sur les mesures préventives comme le lavage des mains? Donc, les programmes scolaires incluent-ils déjà, est-ce qu'ils incluent des enseignements sur la prévention du choléra et d'autres maladies? J'imagine que ça se fait très rare. Oui, malheureusement, sur le plan personnel, c'est très important. Il convient d'informer, de sensibiliser. Donc la mesure la plus importante, c'est de se laver soigneusement les mains et d'éviter, c'est-à-dire de désinfecter tout ce qui est en contact avec les toilettes, etc. Ça, c'est très important. Exactement. Et il ne faut pas oublier la nourriture. Quand on fait bouillir l'eau, on va tuer ces bactéries, mais il y a d'autres problèmes comme les glaçons, les crèmes glacées, les sorbets, les fruits de mer, par exemple. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait un effort étatique, mais aussi un effort personnel. Voilà, qui soit sensibilisé et on doit leur donner les moyens aussi de se laver les mains, avoir de l'eau courante, du savon, etc. Parce que voilà, ce sont ces mesures-là qui peuvent limiter l'épidémie et pas des médicaments ou autre chose. D'accord, docteur. Donc, si l'on parle de solutions durables, comment garantir un accès universel à l'eau potable à long terme? Selon vous, quels investissements sont nécessaires pour construire des infrastructures sanitaires solides dans les zones vulnérables? Alors déjà, il faudrait éviter le gaspillage de l'eau potable. Il faut, notamment avec les eaux de pluie, on a vu ça, je l'ai dit, cette année, le sud marocain, le sud algérien, le nord du Niger, le nord du Mali, on a eu des quantités d'eau, c'est-à-dire des pluies torrentielles, et on a perdu beaucoup de cette eau-là. Il faudrait, c'est-à-dire limiter la perte de ces eaux-là, c'est-à-dire d'avoir des barrages, de les utiliser, de les filtrer, etc. Bien sûr, il y a une politique de dessalement de l'eau pour avoir de l'eau potable. Ça, c'est une politique que nous connaissons en Algérie, notamment dans les 2 dernières années. On a eu une politique pour dessaler l'eau, pour avoir de l'eau potable, parce que c'est ça le plus gros problème. Quand la population n'a pas d'eau potable, elle va chercher de l'eau n'importe où. Et c'est cette eau-là qui est contaminée, notamment les eaux des puits, par exemple, qui sont pas contrôlées, ou les eaux des eaux stagnantes, etc. Donc déjà, il faut vraiment investir pour avoir de l'eau potable pour toute la population. Et bien sûr, continuer le système de surveillance biologique pour agir rapidement au moindre problème. Et bien sûr, développer le système de santé pour prendre en charge ce type d'épidémie le plus rapidement et le plus efficacement possible. Exactement, docteur. Donc, si on parle maintenant de perspectives d'avenir, la lutte contre le choléra peut-elle être gagnée dans les prochaines décennies? Quels engagements internationaux pourraient peut-être accélérer cette lutte? Oui, c'est possible de gagner cette bataille parce que c'est une maladie qui est strictement humaine. Il n'y a pas d'animal, il n'y a pas de vecteur. Pas comme le paludisme, par exemple. C'est une maladie comme la rougeole ou la variole qu'on peut éradiquer, mais à condition que tout le monde coopère en même temps.
C'est une maladie qui existe partout dans le monde. C'est pas une maladie africaine, je répète. C'est une maladie qui existe au Moyen-Orient, en Amérique centrale, même en Europe. En France, on peut avoir des cas chaque année, on peut avoir quelques cas, c'est pas fréquent. Donc il faut coopérer de manière mondiale, comme on l'a fait pour la Covid, où on a trouvé un vaccin rapidement. Il faut coopérer, s'entraider, parce qu'on ne peut pas éradiquer une maladie de la surface du globe s'il y a un pays qui est en difficulté. Donc il faut aider tous les pays, notamment les pays africains, pour lutter contre le choléra, déjà pour sauver des vies humaines, mais aussi pour faire un plan d'éradication, que ce soit la polio ou notre sujet d'aujourd'hui qui est le choléra. D'accord, docteur. Donc pour finir, je vous poserai des questions. Vous me répondrez par oui ou non, avec une petite explication. Le choléra sera-t-il un jour éradiqué en Afrique ou continuerons-nous à en parler comme une fatalité? C'est possible de l'éradiquer, mais il faudrait vraiment coopérer sur le plan mondial et mettre beaucoup d'investissements. D'accord. Avons-nous vraiment fait tout ce qui est possible pour protéger nos populations contre cette menace évitable? Tout notre possible, je pense pas. Sinon, on n'aurait pas eu des épidémies. Malheureusement, c'est une maladie qui est géopolitique. Le choléra, c'est une maladie qui est toujours liée à des perturbations géopolitiques, des mouvements armés, à des catastrophes naturelles. C'est ce que connaît l'Afrique malheureusement depuis une décennie. On voit beaucoup de problèmes géopolitiques. Et il y a toujours des répercussions sanitaires, que ce soit à court terme ou à moyen terme. Donc il faudrait vraiment coopérer sur le plan sanitaire, mais aussi sécuritaire, régler les problèmes géopolitiques, avoir une stabilité pour espérer régler ce genre de problème de santé. D'accord, donc le choléra est-il une tragédie évitable ou le reflet de nos priorités en matière de santé publique? C'est évitable, oui, mais malheureusement ça reste un gros problème de santé publique, notamment chez les enfants. C'est les premières victimes du choléra, parce que je rappelle, c'est une diarrhée, des vomissements qui sont profuses. Ça n'a rien à voir avec la typhoïde ou les intoxications alimentaires. Là, c'est le pronostic vital est souvent mis en jeu. Donc, ça nécessite beaucoup d'investissements, beaucoup d'efforts de la part des médecins, des paramédicaux, des hôpitaux. Donc là, la prévention, bien sûr, est toujours le meilleur moyen, surtout dans le choléra. Quand cesserons-nous de réagir après coup et comment serons-nous à anticiper pour sauver des vies? Je pense que c'est une question de priorité. Exactement. L'Afrique a plusieurs problèmes sécuritaires, alimentaires, sanitaires. Il faudrait déjà qu'on règle nos problèmes sécuritaires, le problème d'instabilité politique, parce que ce genre de pathologie suit toujours ces mouvements-là. On le voit dans les pays du Sahel, où on voit des maladies qui reviennent en force, et cela souvent dû à des problèmes sécuritaires, parce que c'est une question de priorité. La sécurité a toujours été la priorité, toujours la sécurité. Exactement. Puis l'alimentation, puis la santé. Malheureusement, la santé, c'est le parent pauvre qui paye toujours des problèmes de sécurité, des problèmes d'alimentation, etc. Donc, il faudrait régler les problèmes sécuritaires, tout ce qui est terrorisme, stabilité géopolitique, etc. Améliorer la qualité de vie du citoyen africain, notamment en matière d'alimentation. Il y a aussi l'ingérence des pays étrangers, c'est des pays qui viennent s'ingérer dans les politiques africaines, piller leurs ressources naturelles. C'est pas normal qu'il y ait des pays africains qui ont des ressources naturelles très importantes. Et je parle pas que de gaz et de pétrole, je parle d'uranium, je parle de d'or. Exactement. Des pays très très riches comme le Nigeria par exemple. Par exemple, le Niger, c'est des pays qui sont très riches et qui connaissent des problèmes économiques, des maladies du Moyen-Âge, si j'ose dire. Donc déjà, régler le problème sécuritaire, le problème de sécurité alimentaire, et bien sûr, pourquoi pas être comme les pays européens qui sont pas plus riches que nous, et avoir des références. On a le facteur humain existe. Malheureusement, on a beaucoup de médecins, de référents scientifiques qui existent dans les plus grands pays d'Amérique et d'Europe. Il faut leur donner les moyens. En Afrique, il faut bien les motiver pour améliorer la santé du citoyen africain. On reste avec les questions-réponses. Alors, combien de vies devront encore être perdues avant que des actions décisives ne soient prises contre le choléra? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il faudrait régler les problèmes du monde. Actuellement, malheureusement, en Palestine, on connaît une épidémie de polio. Alors, je rappelle que la polio, c'est une maladie qui ressemble au choléra. C'est une maladie qui est liée à la pauvreté, à la dénutrition, à l'inaccessibilité à l'eau potable, au vaccin. Et tout ça est empêché notamment pour des enfants palestiniens. Donc, on voit sous nos yeux
l'impact sanitaire qui est dû à des problèmes géopolitiques, à des agressions géopolitiques. Malheureusement, ça existe en Palestine, ça existe dans notre continent. La dernière colonie en Afrique, c'est le Sahara occidental, avec des réfugiés. Et plus il y a des réfugiés, plus il y a des problèmes de santé. Hein. C'est mathématique. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Plus il y a des réfugiés, malheureusement, dans les prochaines années, il n'y aura pas que les conflits géopolitiques, il y aura les conflits météorologiques, les changements climatiques avec des réfugiés climatiques. Il y a des gens qui vont fuir leur pays par sécheresse ou par inondation. Et là, plus il y a des mouvements de réfugiés, il y aura des mouvements d'épidémies, choléra, diphtérie, paludisme, on transporte. Donc, vous voyez que, sans rentrer dans la politique proprement dite, il faut régler nos conflits politiques, surtout en Afrique, pour espérer éradiquer ce genre de maladie. Et rentrons un petit peu dans la politique, docteur. Le choléra est-il un défi sanitaire insurmontable ou simplement une question de volonté politique? C'est pas simplement un conflit politique. C'est aussi une volonté populaire, une volonté individuelle et une volonté étatique. Il faudrait plus investir dans la santé. Là, on a des carences en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Il faut investir massivement dans la santé, la vaccination, la formation des médecins, des paramédicaux, des structures de santé, des hôpitaux mobiles, ce qu'on appelle des cliniques mobiles. Ça, c'est très important. Donc, c'est pas un défi insurmontable, mais il faudrait vraiment mettre la main à la poche et pas que des pays africains, mais que ce soit une stratégie mondiale. Le choléra en Afrique est-il le symptôme d'une négligence persistante ou d'un véritable manque de ressources pour la prévention? Non, négligence, j'y crois pas. J'y crois pas. Il y a aucun, à mon avis, il y a aucun décideur africain ou chef d'État ou responsable qui veut que sa population souffre, parce que faut pas oublier que il y aura un impact économique. Hein. Si on est malade, on travaille pas bien, donc il y a un impact économique sur tout pays. Non, négligence, j'y crois pas. Mais je pense que c'est plus une question de priorité, une question de déséquilibre, parce que il y a des capitales africaines qui sont dotées de toute la technologie, qui sont, c'est-à-dire, ils ont les moyens, mais il faut penser aux zones rurales, il faut penser au désert proprement dit, désert médical ou désert proprement dit. Donc négligence, j'y crois pas, mais c'est une question de priorité. On donne plus des priorités à d'autres secteurs, alors qu'on devrait un peu plus investir dans la santé. Moi, c'est facile à dire parce que moi, je suis médecin, donc je pense plus à la santé. Mais négligence, j'y crois pas. C'est plus une question de moyens. Voilà. Les initiatives africaines en matière de prévention du choléra, donc on termine avec cette question, sont-elles suffisantes ou est-ce le moment de repenser notre approche collective pour une action plus audacieuse? Alors, malheureusement, j'ai dit que c'était une question de priorité. Il y a eu d'énormes efforts panafricaine en ce qui concerne le paludisme. Déjà, l'Égypte, et c'est une très bonne nouvelle, vient d'avoir le certificat OMS de l'élimination du paludisme. Je rappelle que l'Égypte a pratiquement 100 millions d'habitants. C'est un grand pays en Afrique. C'est la deuxième économie en Afrique. Donc après les Seychelles, l'Algérie, l'Égypte vient d'avoir son certification. Ça veut dire quoi? En mettant les moyens, la politique de santé, on peut avoir des résultats. Donc, on a donné les moyens pour le paludisme, on a donné les moyens pour le VIH-Sida, parce que c'était vraiment un carnage en Afrique. Malheureusement, il y a d'autres problèmes de santé, dont le choléra. Donc, il faudrait s'associer entre pays africains. Il faudrait vraiment avoir une union africaine politique, mais aussi sanitaire. Exactement. Il faudrait, par exemple, faire des systèmes d'alerte pour alerter les voisins. J'ai été l'épidémie, mon voisin, je dois l'avertir pour qu'il se protège, pour qu'il se prépare. Donc, il faudrait avoir une communication. On a l'équivalent du CDC africain. Ça, c'est une très bonne chose. Le Centre de contrôle des maladies. Donc, c'est l'équivalent du CDC américain, mais en Afrique. Comme on a l'Africom, qui est structure sécuritaire africaine. Donc, il faudrait augmenter et renforcer la capacité de réagir, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan sanitaire, entre les pays africains et notamment entre voisins. D'accord, docteur, la vision est claire maintenant. Merci à vous pour ces réponses. Le choléra, bien que largement évitable, demeure un fléau sur notre continent, mais l'Afrique est un continent de résilience et d'innovation, avec des mesures durables prises pour garantir l'accès à l'eau potable et à des services de santé de qualité. Le choléra
pourrait bientôt devenir une histoire ancienne. Je vous laisse, docteur, nous donner quelques conseils à la fin à nos auditeurs. Alors, l'Afrique est un continent extrêmement grand, donc on a des pathologies qui sont différentes entre le nord de l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, etc. Donc, avant de voyager, il faut toujours se renseigner sur le pays. On peut trouver une pathologie en Algérie qui n'existe pas au Cameroun, une pathologie au Soudan qui n'existe pas en Afrique du Sud. Et donc, il faut toujours se renseigner avant de voyager. Exactement. Respecter les règles d'hygiène, se laver les mains souvent, parce qu'il y a le choléra, il y a la grippe, il y a la typhoïde, il y a la polio. Donc, il faut toujours se laver les mains. Et ça, c'est parmi les leçons qu'on aurait dû apprendre avec la Covid. C'est vrai. Se laver les mains plusieurs fois par jour, surtout avant de manger, faire des vaccins nécessaires quand on voyage dans telle zone ou telle zone, prendre des médicaments nécessaires, par exemple pour le paludisme, parce qu'on a un pays, on a un continent qui a des pathologies diverses selon les régions, donc il faut toujours se renseigner avant. C'est le même message pour les Européens, les Américains, etc. Même si on voyage en Inde, il faut toujours, parce qu'on blâme toujours l'Afrique, mais ce genre de pathologie existe partout dans le monde. Il faut toujours se renseigner et se protéger. Merci, docteur, pour ces réponses de valeur. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette édition de Santé Mag Afrique. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau numéro ici sur Ifriqi FM, votre voix pour la santé en Afrique.